La bataille des terres rares ne fait que commencer et on se réveille à peine en Europe. Le 3 décembre dernier, la Commission a présenté Ressources EU, son plan pour tenter de limiter la dépendance de l'Europe à la Chine dans ce domaine. Bonjour Benjamin Galezo, vous êtes le délégué interministériel aux approvisionnements en métaux et minéraux stratégiques, autant dire un poste fondamental. Vous discutez avec Bruxelles quasiment tous les jours. Ce plan européen, il y a constitution des stocks, diversification des approvisionnements et responsabilisation des entreprises. Point très intéressant, il faut que les entreprises se dérisquent elles-mêmes, prennent conscience qu'il faut aller chercher des approvisionnements un peu partout. Est-ce que c'est seulement possible ? Oui, bonjour tout d'abord. Alors d'abord, je voudrais corriger quelque chose. On ne se réveille pas maintenant. Vraiment pas. D'accord. On a mis en place depuis 3 ans une stratégie sur ce sujet qui a donné des résultats concrets. Peut-être on n'en parle pas assez, mais ils sont là. Je vous donne 4 exemples. Sur les terres rares pour éléments permanents, puisque c'est le sujet que vous évoquez, mais il y a bien d'autres minerais et métaux stratégiques, mais je prends cet exemple-là. Premièrement, à La Rochelle, une usine de raffinage de terres rares. Nous avons investi avec le groupe Solvay pour pouvoir raffiner du dysprosium, du terbium, du néodymium, du praséodymium. C'est 4 terres rares qui servent aux éléments permanents. C'est une capacité qui aujourd'hui est de 50 tonnes, mais qui peut monter à 4000 tonnes. C'est la quasi-totalité des besoins européens. Une usine en construction à Lac, par une entreprise qui s'appelle Carester, pareil, 600 tonnes de terres rares lourdes. Une usine de recyclage d'aimants, puisque le recyclage est un élément permanent, ça s'appelle Mag Ressources, c'est dans l'Isère. Ils peuvent recycler aujourd'hui 50 tonnes d'aimants, ils recycleront 1000 tonnes à terme. Et enfin, une usine de métallisation, parce qu'une fois qu'on a raffiné les terres rares, il faut pouvoir les transformer en métaux, et elle aussi, elle sera à Lac. Donc ça, c'est des projets concrets, et qui vous montrent, parce qu'il s'agit de quantités qui sont à l'échelle de la production européenne, que l'on peut résoudre ce problème concrètement. À quelle échelle ? C'est-à-dire que là, ce sont des projets qui sont en construction, qui fournissent déjà... Non, ce sont des projets qui existent déjà, des capacités de production qui existent, qui sont disponibles pour les industriels et qui peuvent monter en puissance au cours des prochains mois et des prochaines années. Alors, comment se fait-il du coup qu'aujourd'hui on soit toujours alors dépendant à 90% de la Chine ? Alors d'abord parce que premièrement ce sont des choses qui ont été lancées il y a 3 ans mais qui arrivent en production maintenant. Donc il y a toujours évidemment un délai entre le moment où on lance des projets et le moment où ils arrivent. Et surtout, et c'est le point que vous évoquez, parce qu'il faut que les industriels passent des commandes. C'est ça le point fondamental. Donc j'en reviens à la responsabilité des entreprises. Voilà, une fois qu'on a ces capacités, il faut que les industriels passent des commandes. Par ailleurs, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que vous avez les terres rares, mais derrière, vous avez la fabrication d'aimants. Et la fabrication d'aimants, vous avez des aimants de toute taille, des petits, des moyens, des gros. Donc vous voyez, c'est toute une chaîne, ça prend du temps, mais on a des capacités en France et en Europe. Et si je reviens au point que vous avez mentionné, oui, il est important que les industriels aient une politique d'achat qui soit une politique diversifiée. Une politique qui ne soit pas que basée sur le moindre coût, qui soit une politique qui utilise plusieurs fournisseurs. Et aujourd'hui, il y a 3 ans, ou même il y a encore 1 an, effectivement, il n'y avait pas énormément de solutions. Maintenant, elles existent, que ce soit en France ou en Europe, puisqu'il y a aussi une usine en Estonie qui a été installée. Et donc, vous voyez, il y a des solutions concrètes. Ce que l'on fait, ça n'est pas simplement, j'allais dire, des plans, des stratégies, ce sont des résultats concrets. Est-ce qu'il faut... Et j'insiste, qui existent parce qu'un soutien financier très important a été mis en place par le gouvernement sur ces projets. Est-ce qu'il faut obliger les entreprises à passer ces commandes, à justement arrêter avec la politique du moindre prix et à choisir des fournisseurs français ou européens ? Alors, je crois que dans un premier temps, on se base sur la concertation et le travail en commun. Et c'est ça qu'on fait depuis plusieurs années d'ailleurs, sur d'autres sujets, mais aussi sur les terres rares. Donc à ce stade, notre objectif, c'est plutôt de travailler conjointement avec les entreprises avant d'en arriver à des réglementations. À ce stade, parce que, bien évidemment, ce sont des décisions au niveau du gouvernement français et au niveau européen. Donc je ne peux pas préjuger sur les décisions qui seront prises. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de travailler en partenariat avec les filières, parce que c'est un sujet de filière. C'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'entre, par exemple, le constructeur automobile et les aimants, il peut y avoir 4, 5, 6 chaînes d'entreprises. Et donc, il faut que l'ensemble de ces acteurs se mettent d'accord, et ça prend toujours du temps. Mais j'insiste, il est important que les entreprises se saisissent au plus haut niveau de ce sujet, et ce sont des sujets qui ne sont pas forcément financièrement très lourds. C'est-à-dire, par exemple, sur une voiture conventionnelle... Le surcoût est faible. Le surcoût est faible. C'est quelques euros, les aimants sur une voiture conventionnelle. C'est quelques dizaines d'euros sur une voiture électrique. Donc, vous voyez que faire des économies
si je puis dire, pour aller gagner 5, 10, même 20 ou 30% de coûts sur ça quelque chose. Ça vaut le coup de pousser un peu la filière. Absolument. Et surtout, le niveau de dépendance actuel est un niveau qui est tel que l'ensemble de ces industries peuvent être mises en difficulté. Annalisa. Sauf qu'en attendant que cette filière prenne l'ampleur qu'on espère en Europe en tout cas, il faut du moins être moins dépendant de la Chine. Et alors vers qui on se tourne? Vers quels autres pays? Alors, premièrement, donc, les capacités que j'ai évoquées et qui sont à bonne échelle. Et puis, évidemment, pour ces capacités, il faut du minerai en approvisionnement. Donc, nous avons conclu maintenant depuis 3 ans un certain nombre d'accords et de contrats d'ailleurs. Et donc, il y a des contrats qui ont été signés par ces entreprises, celles que je vous mentionnais, Solvay ou Carester, avec des mines, finalement, qui leur permettent d'approvisionner la matière première. Donc, ça a été le cas, par exemple, avec le Canada. C'est un contrat qui a été avec le Québec, pour être plus précis, un contrat qui a été annoncé il y a quelques semaines avec la Malaisie, puisque la Malaisie est un fournisseur important de terres rares, avec le Brésil également. Et là, j'étais hier en Suède, où nous avons signé un accord avec la Suède. Il y a des gisements de terres rares en Suède. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pour 2028-2029. Donc, vous voyez, on a des solutions à court terme et des solutions à moyen et long terme. Les terres rares, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas rares. Elles sont en faible concentration. Ça veut dire que dans le minerai, vous en avez 0,5%. Donc vous voyez, la difficulté, c'est pas tellement de trouver du minerai, c'est plutôt de mettre en place les technologies d'extraction. Et la bonne nouvelle, c'est que la France a des compétences tout à fait excellentes dans ces domaines de technologie d'extraction et de raffinage. Dans le plan proposé par la Commission européenne, il y a aussi une agence chargée des stocks. Elle s'occupera des achats. Ça a fonctionné comment? C'est un peu comme le Covid avec les vaccins, c'est le même système? Alors, on peut prendre effectivement, je pense que la comparaison est très bonne, parce qu'il y a un état d'urgence qui est, je dirais, presque comparable. Même c'est évidemment pas perceptible par nos concitoyens, parce que ça touche pas à leur santé, mais pour notre industrie, c'est un état d'urgence, tout à fait. Alors, il y a 3 fonctions dans cet outil. Il y a ce qu'on appelle les stocks stratégiques, c'est-à-dire disposer de réserves. Il y a l'achat en commun, puisque comme il y a toutes ces filières, et c'est assez éclaté finalement. Regrouper les achats, ça permettra d'avoir, si je puis dire, plus de capacité d'achat. Et puis il y a un 3e élément qui est le soutien au projet au niveau national et à l'international. On le fait déjà au niveau national, mais vous savez que nos finances publiques sont dans une situation difficile, donc on a besoin que l'Europe utilise ses ressources pour investir dans les projets. Voilà. Nous, on a fait beaucoup de choses au niveau franco-français. On est à la limite en termes budgétaires de ce qu'on peut faire, et donc on a besoin que l'Europe utilise ses crédits pour ces projets. À la fin, vous vous dites, d'ici 2030, avec tout ça, avec ce qu'on développe en France, on peut être en capacité d'avoir quoi, 50% de notre capacité en ressources en terres rares sur lesquelles on est indépendant? C'est à peu près le chiffre? L'idée, c'est surtout d'avoir une chaîne diversifiée. L'idée n'est pas d'être indépendant et de faire tout. De toute façon, ça n'a pas de sens, puisque vous voyez que c'est une chaîne. Donc, je vous donne un exemple. L'usine qui est dans le sud-ouest, à Lac, on l'a fait en partenariat avec les Japonais, parce que les Japonais ont une industrie de fabrication des aimants. Donc c'est des échanges internationaux. Et l'idée d'ailleurs n'est pas d'arrêter d'échanger avec la Chine. Notre souhait est de pouvoir continuer à travailler sur ces sujets avec la Chine. C'est très important. Mais il faudrait avoir 50% de diversification. Je dirais, ça dépend d'abord des types de métaux, mais il faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc il faut avoir. C'est la base. Absolument, c'est la base, mais c'est ce que beaucoup d'industriels malheureusement oublié. Donc un socle d'approvisionnement, j'allais dire européen, ça peut être 30%, 40%, je ne sais pas, 25%, peu importe, des approvisionnements internationaux et sur plusieurs pays. Ça n'est pas un problème d'être dépendant d'approvisionnements internationaux. Le problème, c'est quand il n'y a qu'une seule source. Parce que là, vous pouvez avoir des événements géopolitiques, des décisions économiques, même des aléas naturels qui font que votre approvisionnement est arrêté. Donc vraiment, diversification, et c'est faisable même avant 2030, bien avant 2030, tout à fait. Parce que c'est un marché qui n'est pas un très très gros marché, c'est quelques milliards au niveau mondial. Merci beaucoup Benjamin Galezo d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.